Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bien donc du média dans la tête d'un CEO. Je me présente, mais surtout bienvenue dans les backstage de Zero to One, l'événement organisé par H7. Alors j'ai à ma gauche, j'ai trois super entrepreneurs. Je présente donc Adrienne, Romaric et Antoine. Ils vont se présenter, mais avant ça, j'aimerais quand même remercier H7. Pour ceux qui ne connaissent pas H7, H7 c'est le lieu totem de la French Tech à Lyon. On me susurre à l'oreille que c'est le nouveau Station F de Lyon, mais je ne sais pas s'ils apprécieraient. Je pense que oui. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, H7 existe déjà depuis 4 ans. Ils ont accompagné des centaines, maintenant on compte ça en centaines d'entrepreneurs. Donc voilà, derrière nous, il y a un énorme événement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça gravite de partout. Mais aujourd'hui, on va passer 45 minutes ensemble. Et je vais vous laisser la parole. Et vu qu'on est galant autour de la table, on est d'accord, messieurs? Oui, on est d'accord. Allez, Adrienne. C'est moi, à moi la parole, c'est ça? Je vais faire genre on se connaît pas, sachant que j'ai déjà interviewé ton cofondateur, mais c'est exactement. Pas grave. Alors je commence par quoi? Je commence par peut-être mais qui je suis. Donc Adrienne de Malray, donc qui a donc cofondé avec Quentin Sagnier Genesis. Et que fait Genesis? Eh bien, Genesis n'est pas un groupe de rock comme on pourrait le croire, rien à voir. Genesis est une agence de notation de la santé des sols. Alors pourquoi noter la santé des sols? Parce qu'aujourd'hui en fait les sols sont extrêmement dégradés. C'est-à-dire qu'on pose pas la question quand il s'agit de l'air, des océans, etc. Mais en fait, les sols, c'est la même chose. Ils ont besoin de protection, puisque 60 à 90% de nos approvisionnements dépendent des sols aujourd'hui. Et quand on parle de sol, on ne parle pas que d'alimentation, contrairement à ce que certains pensent. On parle aussi de textile. Pour les gens qui ne comprennent pas, on en a parlé juste avant. On parle de textile, on parle de cosmétiques, on parle de biocarburants, on parle de... Mais quasiment tout ce qui nous entoure, en fait, provient des sols aujourd'hui. Donc, si on veut continuer, en fait, à produire durablement, il va falloir quand même se pencher sur les sols et on est là pour ça. Donc, c'est notre travail, Genesis, c'est de mesurer, en fait, l'impact des pratiques sur les sols. Trop cool. Et puis, spoiler, vos 3 boîtes n'ont rien à voir et c'est super. Je te laisse prendre la parole, Romaric. Alors, je suis Romaric Godard-Comte, je suis le cofondateur de Smash. C'est un projet, une entreprise qui est... Ce n'est pas un burger. Non, ce n'est pas un burger. Non, mais c'est une entreprise avant tout familiale. C'est-à-dire que j'ai cofondé ça avec mon frère, avec l'un de mes frères et avec notre père. Et donc Smash, c'est un service de transfert de fichiers volumineux. On est, pour simplifier, afin que tout le monde puisse comprendre, on est une super alternative à WeTransfer. Ou Swiss Transfer. Ou Swiss Transfer, ou tout un tas d'acteurs aujourd'hui sur le marché mondial du transport de fichiers volumineux. Il y a effectivement, depuis de très nombreuses années, tout un tas d'acteurs qui existent. WeTransfer étant le plus connu en France, mais il y en a effectivement un paquet d'autres dans le monde entier. On arrive avec une offre qui est différenciante sur le marché et on essaye de faire notre place avec une ambition assez forte de devenir un acteur majeur dans le transport de fichiers volumineux en Europe et dans le reste du monde. Juste une petite question, Romaric, vu que tu as cité tes compétiteurs, j'aimerais comprendre c'est quoi la valeur ajoutée, ta value propre, sans te mettre des bâtons dans Alors les roues. déjà, de citer compétiteurs quand on a un très gros sur le marché, on a pris le parti pris de se dire que c'est peut-être un atout, c'est-à-dire que ça nous permet en exactement 20 secondes, quand on se présente en disant qu'on est l'alternative à WeTransfer, situer le projet, puisque WeTransfer a une marque qui est très forte, que ce soit en France ou à l'international. Et à la différence de WeTransfer et des autres que tu as cités, on adresse à la fois le tout le monde, qui a une problématique d'envoi de fichiers volumineux, que ce soit à titre particulier, mais aussi on adresse et surtout les entreprises. Et on adresse les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on adresse à la fois des petits pros, là où ici WeTransfer est présent, mais on adresse aussi des moyennes et des très grandes organisations dans le domaine privé et public, là où WeTransfer, par exemple, n'est pas du tout présent. D'accord. Et depuis peu aussi, maintenant, on adresse les développeurs du monde entier pour qu'ils puissent, de manière extrêmement simple et fluide, intégrer une solution de transport de fichiers sur leur site web, dans leur application SaaS, application tout type mobile. de persona, quoi. Exactement. Okay. Voilà. Je crois que c'est à toi, Antoine. Ouais, Antoine Pimera, j'ai cofondé Planity. Donc Planity, c'est une application qui permet à tout le monde de réserver près de chez soi un centre de coiffure, un institut de beauté, un barbier en ligne, 24 heures sur 24, gratuitement. Et c'est aussi et surtout en fait un software SaaS verticalisé pour la beauté.
qu'on installe donc, chez les salons de coiffure et qui permet à leurs collaborateurs et aux gérants des salons de gérer donc, les rendez-vous, les paiements, le stock, les produits, les cartes de fidélité, les cartes cadeaux. Voilà, c'est vraiment le tool qui permet de tout gérer dans l'entreprise. Ok. Aujourd'hui, on a 30 000 établissements de beauté clients, principalement en France, en Allemagne, en Belgique. On est 400. On a 7 millions de personnes chaque mois qui viennent sur la plateforme de réservation. Voilà. Toi, tu as un business model assez particulier, c'est quoi? C'est du B2B, mais c'est le C, donc le customer final qui va être l'utilisateur, on est d'accord? Oui, et c'est pas lui qui paye. Et c'est pas lui qui paye. Ouais, c'est ça qui surtout aussi qui est particulier, c'est que c'est du B2B2C, Ouais. mais c'est du SaaS. Donc en fait, mes clients, ils payent un abonnement 80-100 € par mois, mais quel que soit le nombre de réservations en ligne, qu'il y ait une réservation ou 10 000 par mois, ils vont payer le même prix. Ok. Voilà. L'autre différenciation aussi, c'est qu'on ne fait pas de promotion. Il n'y a pas de promo, on ne veut pas que ça devienne un portail de Tu deal. es déjà en train d'embrayer sur mes questions. Voilà. Là. Ouais. Mais sinon, je pars, je vous laisse faire le talk. Non, je rigole. Non, mais en fait, c'est parfait. Alors déjà, juste une petite chose, on va quand même vulgariser pour les personnes qui ne sont pas issues de la tech. SaaS, donc Software as a Service, c'est tout simplement un business model. Encore un anglicisme. Bref, c'est un modèle de rémunération basé sur l'abonnement, donc comme la plupart des logiciels qu'on utilise. J'aimerais juste remettre le contexte. La première des choses, c'est que ce talk est basé sur comment aller chercher ses premiers clients. Et je pense que ça va être hyper intéressant pour beaucoup de personnes, mais aussi pour moi le premier déjà, parce qu'on a une diversité entre guillemets de boîtes et de marchés. Et la deuxième chose, et ça c'est pour vous trois, sachez que le moins de travail je fais, le mieux je me porte. Donc si vous avez envie de rebondir les uns sur les autres, poser des questions, n'hésitez pas. C'est quelque chose de chaleureux et c'est une conversation, même s'il y a plein de personnes qui nous regardent et qu'on ne peut pas voir. Donc voilà, et on essaye toujours de s'assurer qu'on sert notre audience. On va commencer par toi, Adrienne. Pourrais-tu m'expliquer Ton premier client? Ouais, ton premier client, les use cases et surtout une question qui est toute bête, mais est-ce que tu as construit ton produit et une fois qu'il marchait, tu es allé chercher tes clients ou est-ce que c'est l'inverse? Alors, je pense qu'en fait, tout dépend du produit qu'on met sur le marché. Nous, on était sur un marché qui était très innovant, on va dire, puisque quand on a commencé il y a 5 ans, qu'on a dit on va noter la santé des sols, les gens nous ont pris un peu pour des dingues. La santé des sols, déjà, est-ce que ça existe? Donc, est-ce qu'un sol peut être en bonne santé comme un individu? Donc, il y avait une démonstration à faire et il y avait une partie R&D scientifique extrêmement importante. Donc, dans ces cas-là, en fait, les premiers clients, même on ne parlait pas de clients, on parlait de partenaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont avoir un peu la même ambition, la même vision, qui croient dans les mêmes choses que vous et qui vont vous permettre en fait de cofinancer entre guillemets vos coûts de développement. Donc c'est ça, vos premiers clients, ce sont des partenaires. Donc on a fait des POC immédiatement, on a dû tester le produit. Voilà. Et encore un anglicisme. Et il a fallu très rapidement, c'est-à-dire on peut dire qu'on est en phase vraiment commerciale depuis 18 mois. L'entreprise a été créée il y a presque 5 ans maintenant. Et nos premiers POC ont démarré 8 mois après qu'avec justement Quentin Sagnier, on ait commencé à travailler ensemble. Donc on a tout de suite commencé à tester avec des entreprises qui étaient pionnières et qui avaient la même vision que nous, qui partageaient cette vision. C'était quoi l'intérêt de tester justement à ce moment-là? Il fallait pour nous être sûr que les indicateurs qu'on avait sélectionnés allaient permettre d'accompagner, déjà, donner une réponse à la question qu'on posait, sont-ils capables d'exprimer la santé d'un sol? Donc ça, c'est le premier point. Et puis aussi qu'ils allaient pouvoir accompagner le développement en fait, commercial économique de l'entreprise. C'est-à-dire que si on allait sélectionner des indicateurs qui pouvaient répondre juste en France, dans une région du monde, à une question posée, nous, ça ne nous intéressait pas. Il fallait qu'on soit capable d'accompagner nos clients, nos futurs clients, partout dans le monde. Et on est avec des grands groupes qui sont donc ce qu'on appelle biosourcés, donc qui s'approvisionnent soit sur les forêts, soit dans l'agriculture. Et ils ont des problématiques qui sont aujourd'hui en Turquie, au Brésil, en Argentine, au Maroc. Donc, il fallait avoir des indicateurs, donc construire en fait donc une notation qui repose sur des indicateurs qui pouvaient être déployables avec la même fiabilité. Et ça, c'est très important. Donc, c'était vraiment... On cherchait ça, donc avec faible coût, ou des perspectives de faible coût, etc. Donc, tu peux nous parler juste très rapidement en fait, quand on parle de santé du sol, on s'imagine des choses, mais déjà, tu peux nous le définir et surtout sur les critères que vous avez identifiés. Est-ce que tu t'es rendu compte à travers donc, ces preuves de concept? Alors, corrige-moi si je me trompe, c'est le principe de faire un projet avec un temps défini, avec un partenaire que tu appelles, non pas un client. Et je l'espère qu'ils deviennent un client par la suite. Donc, et ils sont devenus des clients, c'est ça qui est bien. C'est un POC qui a bien réussi. Mais plus sérieusement, est-ce qu'à travers ces cas d'usage, tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être des critères que vous n'aviez pas pris en compte qui étaient demandés, ou à l'inverse, des critères que vous avez apportés? Et si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est que l'idée, c'est de mettre le point sur un problème,
Mais c'est aussi apporter une solution. C'est pas juste. C'est exactement ce point-là, en fait, Yacine. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, au début, on essayait d'identifier, alors, est-ce que le sol est en bonne santé? Donc, c'est quoi un sol en bonne santé? Un sol en bonne santé, c'est un sol qui fonctionne. C'est-à-dire que c'est un sol qui permet à un écosystème de se maintenir. Donc, on va parler, je vais vraiment parler d'environnement. Là, il faut que j'ai des gens un peu passionnés. Mais c'est un sol qui va permettre de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, qui va être un réservoir de biodiversité. 25% de la biodiversité sur Terre est dans le sol. Donc, qui va aussi assurer ses fonctions hydriques, c'est-à-dire lutte contre les sécheresses, mais aussi contre les inondations. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, exactement, c'est l'actualité. C'est-à-dire que maintenant, on a de l'eau, mais l'eau, elle tombe d'un coup, comme ça. Hop, de manière très forte, et donc elle ne rentre pas dans la pratique. Voilà. Donc tout ça, et le sol, en fait, a un rôle extrêmement important à jouer. Donc en fait, il doit fonctionner correctement, et un sol en bonne santé, c'est un sol qui fonctionne. Donc ça, c'était la première chose. Et après, une fois qu'on avait noté cet état de santé, on s'est rendu compte, et c'est exactement ce que tu disais, c'est que c'est très bien, en fait, de dire, voilà, vous avez... vous avez 12 sur 20 en maths, ok, mais qu'est-ce que j'en fais, en fait? Si jamais je veux avoir 14, comment je fais? Quels sont les leviers d'amélioration? Et ça, c'est tout de suite, c'est la question qui nous a été posée immédiatement après par nos clients, c'est très bien, ok, so what? Et voilà. Et donc là, c'est là qu'on a commencé à lancer tout un travail de data, en fait, travail sur la donnée, sur des bases de données, où on a commencé à faire des corrélations entre les pratiques et ces impacts qu'on avait relevés. Et c'est là où après, on devient, en fait, on dit qu'on est un outil de MRV, donc pareil, là je vais parler c'est le jargon environnemental, c'est Measure, Report and Verify, voilà, qui est bien connu des gens qui travaillent dans la RSE. Donc, mais sauf que nous, on a ajouté en fait la dernière brique, qui est ACT, en fait. Comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur le terrain? Comment, de cette note, on va pouvoir identifier les meilleurs leviers pour un agriculteur? Donc, on a des grands groupes en cosmétique, par exemple. On en parlait tout à l'heure, mais on oublie que le parfum, c'est de la betterave. On s'asperge de betterave, en fait. L'alcool dans le parfum est fait à partir de betterave. Donc, il y a de grosses questions aujourd'hui environnementales, on sait, sur la betterave. C'était très important, mais il faut aider, en fait, après ces producteurs. Il faut aider ces agriculteurs. Il faut identifier comment est-ce qu'on peut améliorer l'impact de la culture de la betterave, évidemment, pour que tout ça se fasse de manière durable. Bon, je crois que tu n'as pas dit le nom et je ne vais pas le dire. Non, mais c'est quand même un très très gros. Non, donc, on travaille entre autres, aussi on peut le dire parce que c'est tout à fait officiel, mais on travaille beaucoup avec le groupe LVMH. Il y a des grands acteurs qui ont des enjeux internationaux qui sont évidemment très moteurs dans ces domaines. Et je voulais juste, je trouvais ça hyper intéressant, tu as parlé de données, et moi il y a beaucoup une phrase qui est revenue, c'est que tu ne peux pas améliorer quelque chose si tu n'es pas capable de traquer la performance. Exactement. Donc on est d'accord. Donc juste pour résumer, en fait vous avez travaillé, c'est ce que vous commercialisez, c'est un logiciel qui permet de... Comment ça fonctionne au départ? Comment ça fonctionne? Que les mesures... on a une partie qui est, nous, à la différence justement, c'est qu'on a une partie de mesures réelles, toujours, et ça paraît très incroyable dans le secteur de la tech aujourd'hui de parler de ça, mais ouais, on commence par de la mesure réelle, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on fait ce qu'on appelle des carottes de sol. C'est quand même, on démarre, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut constituer des bases de données. Si on n'a pas de base de données fiable, en fait, derrière, on ne peut pas scaler en fait, à grande échelle. Et ça, c'est hyper important. Donc, on a, à chaque fois, pour l'instant, on va sur le terrain, on mesure réellement. Ça, c'est ce qui est aussi un différenciant. C'est aussi une façon d'éviter le greenwashing, qui est un des gros problèmes aussi dans le domaine de l'environnement. C'est qu'on va commencer par de la mesure réelle et ensuite, on va pouvoir scaler en fait, cette mesure à l'ensemble d'un approvisionnement. Voilà. Okay. Mais on reconstitue des bases de données fiables. Donc c'est un mélange de... Ah pardon, non, j'avais une petite question, c'est dès le départ justement quand on parle du 0 to 1, donc quand tu as commencé à identifier les différents prospects ou futurs partenaires clients, tu as tout de suite pensé international. Aujourd'hui tes clients, est-ce que c'est des clients français qui se sourcent, un peu comme LVMH, c'est-à-dire que c'est une boîte française mais qui se source dans le monde entier, mais ou est-ce que tout de suite tu as pensé le projet international en me disant alors on peut avoir des clients français qui sourcent à l'étranger, mais on peut aussi avoir des clients étrangers qui se sourcent. C'est un point hyper important. Du coup, on adresse différemment commercialement parlant. Moi, je pense que c'est un mindset même, c'est-à-dire penser tout de suite international en fonction des ambitions. Après, il y a certains business qui vont s'intéresser qu'au marché national, local. Là, il se trouve que nous, on pensait international, et donc évidemment, ça change le mindset complet. Ça va juste que dans la prise de notes pour les réunions, dans les comptes rendus, il faut penser qu'il faut que ce soit après partagé, donc que tout soit en anglais d'emblée, que les recherches soient faites en anglais. Enfin, tout doit être en anglais. Donc ça fait partie des choses, et je pense que c'est hyper important de le penser dès le départ.
Donc ça, c'est un point clé. Et après, aujourd'hui, on est quand même, mais ça, je pense que c'est assez logique, on part à l'étranger avec nos clients qui sont des clients français. C'est eux qui nous emmènent, en fait, à l'étranger. Même si quasiment nos premiers prélèvements, on les a réalisés pendant le confinement, c'était quand même pas mal. Et c'était aux États-Unis et c'était avec un client américain. Donc voilà, mais on a pensé tout de suite international. Okay. Allez, on enchaîne, Romaric. C'est à toi. Tu nous racontes un petit peu comment tu es allé choper tes premiers clients. La question aussi qui se posait, que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est le produit qui est venu ensuite, une fois qu'on a une V1 au moins vendable, on va le vendre, ou est-ce que tu es allé chercher des clients? À la différence, dis-moi si je me trompe, c'est que le marché est déjà validé parce que tu as vu des gros, comme on a parlé de WeTransfer. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le transfert de fichiers, ça existe depuis des dizaines d'années. Donc, on n'avait pas, entre guillemets, à éduquer le marché. Non, nous, on a fonctionné de la manière suivante. C'est-à-dire, pareil, on a toujours tout de suite pensé international. On s'est dit que ça pouvait être un service qui pouvait être déployé à l'international et sur lequel on pouvait à la fois sur la partie pure utilitaire, transport, apporter vraiment de la valeur. En fait, ce qui nous a amené à créer le projet, c'est le constat qu'on a fait du marché qui est dans la digitalisation des entreprises notamment. Donc les entreprises sont amenées à envoyer de plus en plus de fichiers volumineux. Les débits sont de plus en plus importants, donc on a de plus en plus de facilité à envoyer des fichiers volumineux. C'est un problème que toi, tu as rencontré à titre perso? Exactement. Enfin, alors pas à titre perso, mais dans mon expérience professionnelle. Via ton entreprise. Exactement. Et puis aussi les devices qui nous permettent aujourd'hui de prendre sur le terrain des photos, des vidéos qui sont de plus en plus lourdes. Donc on a de plus en plus besoin d'envoyer des fichiers volumineux. Et donc nous, on avait bien en tête une contrainte qu'on voulait soulever, justement, c'est cette notion de taille de fichier et de vitesse d'upload et download. Donc on a travaillé assez rapidement sur une première version gratuite de notre service qu'on a fait tester en France mais aussi à l'étranger. Donc là, on a identifié ce qui pouvaient être nos cœurs de cible. Donc à l'origine, c'était principalement des entreprises qui gravitent dans l'industrie créative, c'est-à-dire qui produisent des contenus et qui ont besoin de les partager avec les fichiers. C'est des fichiers très lourds. C'est des fichiers très lourds. Et donc là, on a essayé d'identifier un certain nombre d'acteurs sur ces marchés-là, que ce soit en France et à l'étranger. Ouais. Et on leur a, à travers des mails, tout bête, mais adressé le fait qu'on avait réalisé un premier POC qui était full gratuit et qui était de manière simple une super alternative à WeTransfer. Ça permettait de faire notamment de l'envoi de fichiers sans limite de taille. C'est-à-dire qu'on a créé le premier service au monde sans limite de taille. Donc on peut envoyer vraiment des gigas et des terras de données à travers Smash et avec une qualité d'upload et de download qui se veut être ce qui se fait de mieux aujourd'hui, puisqu'on est en capacité d'aller stocker les données et les fichiers au plus près de là où se situe l'utilisateur dans le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'on a développé toute une infrastructure qui permet d'aller au plus près. Donc après, c'est de la physique, plus près on est, plus ça va rapidement. Rapide. Donc par rapport à ça, et cette proposition de valeur, juste, il y avait très peu de fonctionnalités. On permettait juste de faire drag and drop sur une page de fichiers volumineux et de voir que ça chargeait rapidement. Ouais. Et à partir de là, on a vu que il y avait de l'appétence. On a eu beaucoup de retours, on a été surpris de l'engagement qu'il y a eu sur les mails qu'on envoyait à tout un tas de personnes qu'on ne connaissait absolument pas. Okay. Et on a eu beaucoup de retours extrêmement positifs et c'est ça qui nous a véritablement lancé dans l'aventure. Et après, on a décidé d'enrichir cette offre gratuite et ensuite, on a commencé à construire nos différentes offres payantes en voyant où est-ce qu'il pouvait y avoir plus de valeur pour un utilisateur. Et c'est là où on s'est aperçu qu'en fonction de la taille de l'entreprise, la valeur du service pouvait être bien différente. Donc on a créé tout un tas d'offres pour adresser ces différentes cibles, que ce soit en France et dans le monde. Tu le vois à mes yeux qu'il y a une question qui me taraude là depuis tout à l'heure. Déjà, moi je suis un grand utilisateur de WeTransfer puis du coup SwissTransfer. Ce soir, on va aller sur Smash, promis. Déjà, pour une seule et bonne raison, c'est que WeTransfer, c'est 2 gigas. Donc, autant vous dire que ça va pas très loin. SwissTransfer, c'est 50 gigas.
mais ça me bloque quand même pas mal. J'ai juste envie de revenir sur une chose. En fait, tu l'as pas dit, mais j'ai l'impression que tu parles de ce qu'on appelle le MVP, donc Minimum Viable Product. L'idée, c'est vraiment de se dire, alors c'est peut-être pas commun à toutes tu vois, les entreprises, les marchés, mais de se dire, je vais répondre à un besoin primaire avec une seule et unique fonction. C'est entre guillemets pas la plus belle couche en termes de user experience dessus, mais au moins on va voir si ça marche. J'aimerais juste comprendre pourquoi. Pourquoi tu es parti là-dessus et pourquoi tu n'as pas choisi par exemple de te dire bah, moi je sais qu'il y a un marché, je fonce la tête baissée, je sais que j'ai une plus-value vis-à-vis des autres et ils vont payer. Parce qu'on avait besoin, c'est avec du recul, parce qu'on était, on avait comme une idée bien en tête et c'est plus de par une expérience professionnelle que j'ai pu avoir dans le passé où très souvent j'ai été amené à avoir de la friction sur ces problématiques d'envoi de fichiers volumineux. Et tout ce qui était autour, entre guillemets, c'est pas de l'artifice, mais vraiment, quand on souhaite envoyer quelque chose, ce qu'on veut, c'est que ça soit rapide et que ça marche. Ouais, il y a une notion d'urgence, en fait. Et après, le reste... c'est quoi? C'est du superflu, c'est du bonus. C'est secondaire. Donc déjà, ce qu'on voulait valider et ce qu'on voulait démontrer sur le marché, c'est qu'on était en mesure de faire mieux que ce qui existait et que la tendance du marché allait... entre guillemets, dans notre sens, parce que les gens envoient de plus en plus de fichiers volumineux, donc ils ont... Au même titre que quand ils envoient un mail, ce qu'ils veulent, c'est que ça aille vite et limite, ils n'aient plus à se poser la question ah mince, il faut que je prévoie d'envoyer mon fichier volumineux à telle heure parce que pour que mon client l'ait. Donc, tu es allé valider et le marché, mais et aussi votre capacité à développer cette tech en fait. Alors, et le problème et la solution en même temps. Ouais, on avait le problème, on l'avait identifié. Après, on a créé ce premier MVP qui était quand même. Même s'il intégrait qu'une seule fonctionnalité, mais c'est le noyau, c'est le cœur, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu, parce que d'ailleurs on est assez proche en termes d'univers et d'UX de ce que pour proposer par exemple Google avec sa page blanche avec juste au milieu un moteur de recherche. C'est-à-dire que ça peut paraître extrêmement simple au premier regard quand on arrive sur la page. Smash, c'est exactement la même chose, sauf que c'est une page rouge avec un bouton au milieu et on fait drag and drop de ces fichiers et ça y est, ça part. Mais derrière, c'est le cœur du réacteur qui est derrière et qui consiste à faire du transport de fichiers volumineux. Et on le voit, nous, dans les différentes typologies de supports qu'on doit traiter un peu de partout dans le monde. Les supports qui viennent, c'est toujours sur cette problématique-là d'envoi et de réception de rapidité. De fichiers. C'est le prérequis, c'est le cœur. Et d'ailleurs, on a fait ce choix, parce que souvent, on nous a demandé dans les retours qu'on a pu avoir du marché, pourquoi vous n'intégreriez pas telle et telle fonctionnalité pour limite venir du collaboratif ou faire du stockage. Nous, on a toujours refusé, on a toujours souhaité rester focus sur un seul service, une seule proposition de valeur, entre guillemets, qui est de transporter les fichiers le plus rapidement possible et de manière la plus robuste et la plus fiable possible. Donc, écouter les feedbacks de tes potentiels utilisateurs sans forcément tous les appliquer. Faut savoir filtrer, quoi. Oui, surtout que de temps en temps, quand même on se pose des questions, puisque quand c'est des prospects qui ont une certaine taille avec des milliers d'employés, de collaborateurs qui sont susceptibles d'utiliser le service, ça peut donner envie d'y aller pour leur faire plaisir, pour gagner le marché. Donc c'est quand même des questions qu'on s'est posées entre associés au sein même des membres de l'équipe, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que pourtant, on est vraiment sur des business qui n'ont rien à voir. Vraiment rien à voir, mais on voit bien que la première complexité, en fait, c'est de gagner la confiance. Gagner la confiance du potentiel futur client ou même du client. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on va il faut pouvoir avoir l'occasion de lui montrer en fait que ce qu'on fait est de qualité. Et ça, c'est très difficile. Donc, toi, c'est en faisant cette offre gratuite justement. C'est cette offre gratuite et d'ailleurs qui continue d'exister puisqu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs notre principal canal d'acquisition. C'est la viralité. C'est qu'aujourd'hui, les destinataires d'un Smash on essaye de faire en sorte qui deviennent des utilisateurs, donc des expéditeurs du service. Je crois que c'est ça passe vraiment par la qualité du service, quoi. C'est-à-dire que si le service répond pas aux attentes, derrière il peut y avoir l'effet inverse, un peu de la viralité, qui d'ailleurs, je pourrais en parler peut-être dans le cadre de tes prochaines questions, mais est assez complexe quand même à maîtriser, quoi. C'est-à-dire que au-delà de la partie produit, quand on parle de viralité et qu'on veut entre guillemets maîtriser un peu mieux sa croissance ou l'attraction pour l'accélérer, c'est pas toujours très facile. On teste beaucoup de choses et on n'a pas encore aujourd'hui véritablement de réponse sur comment mieux maîtriser la croissance. Et juste très rapidement, ça t'a pris combien de temps entre la phase de conception, en fait la R&D, jusqu'à cette première version gratuite? C'est combien de temps,
Ça nous a pris presque 2 ans. C'est-à-dire qu'on a eu un premier Ok, POC, quand même. après on a commencé à avoir des premiers utilisateurs gratuits, mais à partir de là, on a réussi à constituer un dossier et à les présenter notamment à la BPI, qui nous a donc financé après le développement d'algorithmes qui ont pris du coup plus de temps que le POC. Mais voilà. Je cite la BPI, mais il y a d'autres acteurs dans la région qu'on a sollicités et qui nous ont bien aidés au démarrage à travers des prêts ou Des aides, des subventions. On avance un petit peu, il faut quand même que Antoine nous explique comment es-tu allé chercher tes premiers clients. Et j'ai quand même envie de mettre dans le paysage, je pense que tu connais Qute. J'aimerais savoir, quand tu es arrivé sur le marché, en fait, on revient un petit peu comme avec Romaric sur la problématique. Qu'est-ce que toi, tu voulais valider en plus par rapport à un acteur qui était peut-être déjà existant et pareil, comment tu es allé valider que les gens allaient utiliser ta boîte, ta solution plutôt qu'une autre? Alors déjà, on est sur un sujet qui est vraiment hyper sensible pour nos clients qui sont les professionnels, donc pour prendre un coiffeur, parce qu'on va gérer 95% de ses revenus, c'est les rendez-vous. Donc on les gère à la fois, il va les noter quand ils les prennent par téléphone, et en plus il va déléguer la réservation à un tiers qui est notre marque à nous, Planity. Et donc ça paraît pas, on le voit pas forcément comme ça au premier regard, mais c'est quand même pour eux extrêmement risqué. Ils ont vraiment peur de déléguer ça à un logiciel. Aujourd'hui, ils le gèrent principalement sur du papier. Et donc, les 100 premiers clients, c'est mon associé Jérémy Quéroy, qui a fait 12 ans de sa carrière chez Schwarzkopf Professionnel, qui connaissait donc vraiment beaucoup de coiffeurs, et qui a les 100 premiers clients, c'est ses 100 potes en fait. C'est ses 100 potes qui ont dit, bon, je veux bien prendre ton truc, même si j'ai peur, je t'aime bien, je vais l'utiliser. Et eux, ils sont gratuits, et ils sont gratuits à vie. Eux, on les fera jamais payer, parce que vraiment, ils ont essuyé des trucs pas normaux. Ouais, donc bon, c'était assez risqué. Non mais oui, c'est quand même risqué parce que c'est un gros software au début. Tu veux rentrer dans les détails ou... Non, il n'y a pas eu de trucs trop grave, mais bon, quand même, il y avait des petits bugs, quoi, forcément. Ouais, et donc après, on a eu... c'est en moins pour eux, quoi. Ouais, voilà. Donc, et après, on a mis en place un process de vente et on a recruté des commerciaux et on a déroulé tout ça. Mais les tout premiers clients, ça reste quand même des gens qui ont accepté d'utiliser la solution. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que le jour où tu l'utilises, tu proposes la réservation en ligne et il faut que ça marche. Il faut que ça marche tout le temps, tout de suite, parce que chaque rendez-vous, potentiellement, s'il n'est pas pris au bon moment ou qu'il n'apparaît pas, c'est une catastrophe. Donc, on a quand même dû avoir un produit qui fonctionnait très très bien, très vite. Et après, on a déroulé. Voilà. Après, en ce qui concerne l'environnement concurrentiel, il y avait énormément de logiciels de caisse, de gestion, qui proposaient parfois de la réservation en ligne en marque blanche. Donc, c'est-à-dire, c'est sur son propre site internet, tu as un petit module où tu peux réserver. Sans aucune allusion à une marque particulière. Moi, j'avais monté une boîte avant qui faisait ça, donc c'est pour ça que je connaissais bien ce sujet-là. Et nos principaux concurrents, c'était plutôt des portails de réservation, sur la partie réservation, qui faisaient des promotions, des offres, moins 30%, moins 40%, et ils prenaient aussi des commissions sur les rendez-vous. Ah oui, ok. Et donc, nous, on arrivait avec quelque chose de complètement différent. Donc, nous, c'est un abonnement mensuel. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de promotion et il n'y a pas de commission. Et finalement, la différence que ça fait entre ce modèle-là et l'ancien modèle, c'est qu'ils ont tout intérêt à inviter leurs clients sur Planity. C'est ce qu'ils font et c'est ce qui fait que très rapidement, la marque est devenue très connue. Donc parce que c'est le pro qui invite ses clients à réserver sur Planity. Et il ne le ferait pas s'il devait payer une commission et il ne le ferait pas aussi s'il y avait des promos sur le site. Donc tu dirais juste que les 100 premiers... tes potes concrètement, les potes de mon associé, les potes de ton associé. Non, moi je sais pas vendre, hein. C'est pour ça que je me suis associé avec lui. Hein. Moi j'ai jamais parlé à un coiffeur. T'as bien ta place autour de la. Ouais, non mais c'est vrai. Non mais je connais très bien le truc. Ouais. Oui. Mais c'est bien de savoir ce que tu sais, ce que tu sais pas faire. Enfin parce que moi je savais que je savais pas bien, enfin moins bien vendre que mon associé. Enfin, vous avez beaucoup parlé de confiance. Je vous annonce que ça va être la deuxième question, mais juste pour terminer avec toi, Antoine, t'es allé chercher ses premiers clients. Déjà, ça a pris, enfin, ton associé, et pas des clients du coup, des potes. Combien de temps ça a pris en fait, le temps d'utilisation, la feedback loop avec les utilisateurs, le fait que vous vous dites ok, en fait jusqu'à quand, combien de temps ça a pris avant que vous vous disiez ok, le produit est good, on peut aller le commercialiser. Et en plus de ça, tu parles de confiance, tu parles de marque, tu dis justement que la stratégie c'est d'associer justement la crédibilité de votre solution avec le branding. Donc ça, c'est un truc que tu avais intellectualisé dès le départ. Est-ce que après 100 premiers clients gratuits, tu as quand même réussi à directement vendre, ou est-ce que tu as quand même vu des petites barrières à ce moment-là ? Non, c'était l'enfer. En fait, on est arrivé avec de la réservation en ligne l'année avant la mise en place de la norme sur la caisse
Il y a eu un truc en fait en 2018, il y a une norme qui est arrivée et donc si tu avais un logiciel de caisse, il fallait qu'il ait la norme. Donc en fait 100% du marché s'est rééquipé d'un logiciel de caisse avec cette fameuse norme. Ok. Et donc on est arrivé avec un truc, on dit voilà, on a du rendez-vous en ligne, c'est génial. Ils disaient non, moi cette année c'est la caisse. Et donc on a dû développer un logiciel de caisse en 4 mois. Et ça a été dur ça. Ok, d'accord. Et en fait on n'était pas du tout au bon moment. Quand même, hein, Et on 4 l'aurait- mois versus... Oui, mais c'était horrible pour les rapide développeurs. quand même, mais- Oui, mais on a sorti une mini caisse quoi. Ok. Et une caissounette. Donc, depuis on l'a développé, mais non, donc ça a été vraiment, on est arrivé vraiment au mauvais moment. Et l'année d'après, le sujet de la réservation en ligne, c'est devenu le sujet, et là on était hyper préparé. Parce qu'en fait, la caisse, ça te permet de, ça te fait pas gagner de l'argent. Non. Ça te permet juste d'être un petit peu mieux organisé. La réservation en ligne, ça te permet de gagner des nouveaux clients, d'augmenter la fréquence de réservation et donc d'augmenter vraiment ton chiffre d'affaires. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet, c'est la réservation en ligne et la caisse, tout le monde s'en fout. C'est une commodité la caisse aujourd'hui. Ok, c'est un must-have, mais c'est pas ça C'est- la valeur ajoutée. ouais. Non, la valeur ajoutée, c'est la réservation et aussi donc finalement la plateforme la plus visible qui te ramène le plus de business. Aujourd'hui, c'est nous et c'est pour ça que en France aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Le temps file à une vitesse, je suis assez choqué. Mais ça veut dire que c'est passionnant depuis tout à l'heure. J'aimerais parler en fait de la confiance. Vous en avez tous parlé un petit peu à votre échelle. J'aimerais comprendre, et si vous voulez mettre un peu le prisme de la communication, du branding qui est assez important. Et puis, enfin, tout à l'heure tu en parlais, mais je trouve que c'est quand même différent. Voilà, Genesis, Smash. Smash, les gens sont peut-être convaincus déjà de la nécessité d'envoyer des documents. Est-ce que toi, quand tu allais voir des agriculteurs, ils ont compris, tu vois, est-ce qu'ils te regardaient avec des yeux bizarres parce que tu viens du monde de la tech, ou au contraire, ils se sont dit, ah oui, en fait, c'est un game changer, comme on dit, quoi. Ah non, mais alors les agriculteurs, justement, c'est ça. Là, si on peut parler de partenaires pour le coup, Ouais. ça a été des super partenaires. Ils sont même, leur première réaction, c'était ah, enfin, on vient nous voir pour les bonnes raisons. Donc, c'est les early adopters. Voilà, ça c'était génial. C'était enfin, on s'intéresse au sol, on s'intéresse au sujet qui compte. On nous a tous posé des milliards de questions, on nous demande de remplir des formulaires dans tous les sens. Pour une fois, on regarde le sol qui est, il faut quand même le dire, leur premier outil de production. Hein. C'est voilà. Donc ça a été vraiment un soutien très fort. Après, sur la confiance, qui est compliquée quand on est sur quelque chose de complètement novateur, c'est que même les clients qu'on avait en face de nous, les agriculteurs, ils avaient aussi une vision assez précise de ce que c'était qu'un sol en bonne santé, mais est-ce qu'ils avaient une vision scientifique de la définition du sol en bonne santé? Pas forcément. Et là, il a fallu un peu éduquer, j'ai envie de dire, éduquer nos partenaires, éduquer le marché. Et quand on arrive, qu'on est tout nouveau, qu'on est un outsider dans ce domaine-là, on n'est pas un grand centre de recherche, on n'est pas le CNRS, on n'est pas... Voilà. Et on dit, ce sont ça les indicateurs qu'il va falloir prendre. Donc là, il faut s'imposer. Et là, comment on s'impose et comment on crée la confiance, c'est pas évident. Donc déjà, la première chose, on a eu énormément de partenariats scientifiques et qui ont été structurants. Donc ça a été très important. C'est-à-dire que les gens c'est l'écosystème qui va être autour de vous qui va créer la confiance, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, c'est quand BPI, par exemple, reconnaît, quand on touche des subventions, il y a un double effet BPI. Il y a la subvention qui arrive, mais il y a aussi la crédibilité que ça donne au projet. Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Et après, il y a nous les partenariats scientifiques. Donc quand on a commencé à travailler avec le CNRS, avec l'école normale, on a travaillé avec des grands, on est partie prenante de grands programmes de recherche européens aujourd'hui. Tout ça, ça crée de la confiance. Et après, et je le dis en dernier, mais c'est pas du tout le moins important, je crois que dans la phase des premiers clients, plus que la vente, en fait, c'est l'accompagnement du client qui est fondamental. Et ça, on en parlait juste avant, on subdivise les rôles qui sont liés justement à la relation client, le sales, le customer success, etc. Au début, on n'a pas forcément la capacité de diviser, on n'a pas simplement même les équipes pour pouvoir diviser ces rôles en plusieurs personnes. Souvent, il n'y a qu'une seule personne qui opère tout. Et je pense que la confiance, elle vient de cette capacité à être auprès du client, à répondre à ses besoins, à être là, à être à côté de lui au moindre moment. Et ça, ça a été vraiment... et c'est toujours, d'ailleurs, je pense, le point clé. Il y a un double truc dans tout ça. C'est en fait la porte d'entrée, c'est la crédibilité par des partenaires. Par des partenaires. Mais en fait, c'est juste le début. Tu peux te cracher en plein vol si derrière... En fait, si le plus important, c'est l'accompagnement des clients. Et d'ailleurs, on dit... Bon, beaucoup disent ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais vos vrais investisseurs, ce sont vos clients et vos employés, mais pas vos invests. Moi, je vous pose la question un peu à vous deux, mais... Est-ce que vous l'avez vu aussi, cette recherche de crédibilité en porte d'entrée, tout en se disant que c'est juste une rampe de lancement, mais qu'on nous attend au tournant et que c'est post-achat qu'il faut délivrer? Souvent, les gens pensent que c'est le plus dur de vendre. Moi, j'ai l'impression que le plus dur, c'est de garder les clients et qu'ils soient satisfaits. Il n'y a pas d'ordre. Mais sur la crédibilité, ça passe par des actes, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je recommande, c'est de toujours
communiquer comme une grosse boîte. C'est-à-dire que, par exemple, tout est communication. C'est-à-dire un email, il vaut mieux en faire un par an, mais le faire à la Apple, un truc hyper léché, hyper bien fait. Ton contrat d'autres TCGV, pareil. En fait, c'est pas cher. C'est-à-dire qu'il suffit juste de prendre un graphiste, de le payer, de faire des allers-retours. Mais il ne faut rien faire à l'arrache. Il ne faut rien laisser transparaître. C'est-à-dire que personne ne peut te reprocher d'être petit. On peut te reprocher de faire un mail cheap, pourri. Et voilà. Après, ça passe aussi. Nous, on a beaucoup de commerciaux sur le terrain. Ils doivent être en noir et blanc. Moi, je suis en noir et blanc dès que j'interviens. Parce que ça fait partie de la communication globale. Le moine, quand même. Ouais, non, mais l'image. Et en fait, c'est plein de petits trucs. Et je me souviens, j'ai rencontré une coiffeuse. Elle me dit, pourquoi t'es passé chez moi? Elle me dit, le ton commercial, il présentait bien. Il était en noir et blanc. Voilà. Donc ça me faisait marrer parce qu'on fait quand même un software, il y a 60 développeurs, on fait plein de trucs et tout. Genre, elle avait retenu que ça. Et finalement, vous voyez mes collègues. Non, mais c'est quand même assez marrant. C'est-à-dire que dans la perception, comme on est sur un sujet finalement assez important, parce que pour eux, ils vivent des rendez-vous, donc on va gérer tout ça pour eux. On a besoin d'être sérieux. Et ça passe par ça finalement, par toutes on pourrait dire du marketing, mais donc tous les sujets doivent être traités comme une boîte très quali. Ok. Tu veux rebondir dessus, toi, Romaric? Je sais pas. Non, je partage pleinement. Tu partages? Et on le vit au quotidien, entre guillemets. Mais si je creuse dedans, et là, c'est un peu plus les challenges que vous avez rencontrés. Donc, vous voyez ce principe de passer 0 to 1, aller chercher tes premiers clients. Ok, c'est super. Maintenant, comment tu fais pour avoir cette rétention? Pour faire en sorte qu'ils reviennent, qu'ils réutilisent, qu'ils vous font confiance? Et je vais aller plus loin. Tu l'as dit au début, vous êtes souvent seul ou deux, mais à faire tout. À quel moment t'embauches des sales ou des customer success? Est-ce que c'est l'un avant l'autre? C'est les deux en même temps? Vous avez 9 minutes. Je vous laisse répondre. Je laisse répondre en premier ou je... C'est à vous de voir. Qui veut la patate chaude? Qui veut la patate chaude? Non, c'est un moment qui est très difficile parce qu'il faut d'un côté savoir déléguer. Nous très clairement, les deux fondateurs, toute la partie sales au départ, c'était que nous qui la portions. Sales et customer success également. Et puis au fur et à mesure, évidemment, on a besoin de renfort parce que c'est plutôt bon signe d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contrats. Et donc on s'est étoffé. Et là, on est à un stade où on est en train, donc ce qu'on disait, de diviser les rôles. Clairement. Il y a un moment où on s'aperçoit en fait qu'on fera du meilleur travail si on commence à avoir un plafond de verre. Voilà, et il y a un plafond de verre en fait, exactement. En termes de productivité. En termes de productivité, et il faut avoir de plus de nous aujourd'hui, on a grandi, j'ai envie de dire mois après mois, cette équipe-là. Mais on mise avant tout aujourd'hui sur cette partie customer success qui nous semble fondamentale. C'est ce qu'on disait. Avoir un client, c'est bien, mais l'important c'est de le garder. Et tu le vois, si je continue dedans, le bouche à oreille par exemple, est-ce que c'est un truc qui... Ouais. Et le bouche à oreille, il est dans les deux sens. C'est ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, l'effet d'un client ou d'un projet qui plante peut être dramatique parce que ça a un effet tache d'huile. Donc il vaut mieux en faire moins mais les faire bien que de partir dans tous les sens. Ça, c'est sûr. Vous en pensez quoi, messieurs? Je pense que c'est un peu lié à la confiance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas survendre. Non. C'est-à-dire que si tu dis que tu fais 3 trucs, tu les fais très bien. Et si jamais on t'appelle parce que tu avais dit que tu le faisais et que tu le fais mal, tu résous rapidement le problème. Personne ne va te reprocher de pas faire le 4e truc que tu leur as pas vendu. Et donc, nous, on s'est toujours forcé. On a beaucoup de concurrents qui avaient beaucoup de fonctionnalités qu'on n'avait pas. Et on s'est toujours dit, non, on fait que ça, mais on le fait bien. Et au final, déjà, si ce que tu as vendu, tu le fais bien, ça suffit la plupart du temps largement. Et ensuite, si tu veux aller plus loin dans le temps, il faut essayer de démontrer par des chiffres que tu peux leur envoyer que ce que tu leur as promis fonctionne vraiment. Parce que parfois, ils ne se rendent pas compte. Nous, on vend beaucoup la promesse de nouveaux clients, d'augmentation du chiffre d'affaires. Et bien, on leur pousse tous les mois, tous les 3 mois, des chiffres pour leur montrer que c'est vrai, qu'on leur ramène vraiment des nouveaux clients et qu'on leur ramène du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même important, une fois qu'ils ont signé, de quand même leur rappeler qu'ils gagnent de l'argent. Parce que sinon, tu as toujours quelqu'un qui va les appeler et qui leur dire je suis 3 fois moins cher, venez chez moi. Donc en fait, s'ils ne se rendent pas compte que tu leur fais gagner de l'argent. Mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est une remise en question. Mais non, jamais pris pour acquis. Mais en plus, nous, ils sont sans engagement. Donc tous les mois, je fais 30 000 clients qui peuvent résilier. Ouais. Donc, et heureusement, ils ne le font pas. Tu dors bien, ça va, Antoine? Ah non, mais tout va bien. Non, on a très peu de churn. On a très peu de churn parce que justement, la promesse produit, elle est là. Ils sont très heureux. Et on est 3 à 4 fois plus cher que nos concurrents. Et donc, tu vois, mais c'est parce qu'on fait ce qu'on a dit et que ça leur fait gagner de l'argent. Et plus que chez nos concurrents. Et ils le savent. Il y en a qui reviennent aussi derrière. Tu voulais rebondir, Romaric? Non, je voulais juste savoir effectivement si tout ce processus de consumer success c'était quelque chose qui était digitalisé ou c'est... Non. Non, c'est que c'est... Non, j'ai 30 000 appels par mois.
On a 30 000 appels par mois, et on a 70 personnes qui gèrent les appels des clients. Ça Ouais. fait partie de ce qu'on leur vend. On leur vend un sont basés en service sur France, mesure. Ouais, ils sont en Mais France. ça, Ils sont à c'est- Paris et tout, dans le centre de Paris. Non, mais non, ça fait partie de ce qu'on leur a vendu. On leur a dit qu'il y aurait un service client qui répondrait à toutes leurs questions, qui ferait les paramétrages pour eux. Et c'est ce qui paye aussi dans le service. Et on le fait. Et on veille à ce que le temps d'attente soit limité. On rajoute des gens en permanence. Enfin, voilà. Ok. J'ai une mini question sur le customer success et j'ai quand même envie de t'en parler aussi avec toi, Romaric, mais ça me vient comme ça. Les sales sont incentivés. Est-ce que le customer success pourrait, dans un nouveau modèle, avoir un cut sur le fait qu'un client soit satisfait? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on le fait. Vous le faites? On le fait. Et depuis qu'on l'a fait depuis le début de l'année. Et depuis qu'on le fait, les résultats sont bien, vraiment Et puis ça significativement valorise meilleurs. le métier, je trouve. Ouais, ouais. Bah, à fond. Ok. Ouais, on le fait. Et c'est Mais, bon, mais c'est le que- customer success, il est en charge en fait de l'upselling. Bah après on parle de account c'est ça, manager aussi parfois, j'ai l'impression Bah, que de la le custo- rétention et de l'upselling. Ouais, voilà, ils font- ouais. Mais souvent, Ils ont une enfin, grosse tu dis à un responsabilité, sales, même faire de l'ups, enfin, j'ai l'impression que la porte d'entrée est plus intéressante pour eux. En tout cas, pour avoir bossé avec beaucoup de sales, j'ai été sales ops manager, donc vraiment. Mais par contre, customer success, j'ai vu beaucoup. Je vais aller plus loin. Je trouve que c'est un métier qui a été dénigré en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. On voit le SAV, on imagine concrètement des mecs qui parlent à moitié français, qui sont comme tous nos opérateurs téléphoniques. Et je suis marocain, donc je peux le dire, mais sûrement au Maroc. Donc ouais, je sais pas. Et d'ailleurs, toi, Romaric, t'as beaucoup de customer success chez toi, ou à l'inverse, vu que c'est une boîte? Non, alors nous, à l'inverse, on a essayé de se digitaliser au maximum. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est très peu de personnes, et sur la partie consumer success, il y a une personne et demie voilà, qui est en mesure de parler en 3 langues. Mais par contre, on s'est vraiment équipé à travers des outils qui sont assez puissants dans la gestion justement de tous ces supports et tickets. Parce qu'après, nous les clients, on les connaît pas du tout en fait. Même on a dépassé les 6 millions d'utilisateurs dans le monde tous les mois. Incroyable. Donc on les connaît pas. Bah, Donc quand on nous contacte pour traiter un support, ce qu'on souhaite, et là-dessus c'était intéressant, on avait pu rencontrer Jonathan Lefebvre, qui était l'ancien Consumer Success de Capitaine Train, qui est devenu Trainline après, qui a sorti un bouquin justement sur ces sujets-là. Et il est lyonnais, il n'est pas très loin du lieu. bon, on le sait. Et donc on a eu la chance de le rencontrer, il nous a un peu accompagnés au démarrage. Ouais. Ce qu'on a voulu créer avant tout, c'est surtout une relation de proximité avec nos utilisateurs. Donc c'est quand on discute avec eux, on essaye d'être déjà le plus transparent possible, donc traiter le ticket le plus rapidement possible, mais ne jamais le laisser entre guillemets dans l'attente, même si on sait que on va jamais lui résoudre son problème, parce que là il a trouvé un bug et en gros c'est mort, son transfert il est planté et on ne pourra pas faire autrement. Mais on essaye du coup d'être transparent le plus rapidement possible, donc de lui dire rapidement qu'on ne va pas y arriver, plutôt d'essayer de le faire traîner jusqu'à ce qu'il s'épuise et que derrière on le perd définitivement. Et on essaye de le parler d'une manière assez je dirais pas personnelle, mais de créer de la proximité vraiment, plutôt que ça soit des chatbots qui répondent de manière automatique, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chatbot qui répond de manière automatique sur la prise d'un ticket. C'est que c'est forcément le premier message, quelqu'un de chez nous, et qui répond en quelques lignes. Hein. Vraiment, on évite de faire des messages très longs, on va vraiment droit au but, c'est-à-dire qu'il a un problème et on... J'imagine qu'il y a une FAQ avant en plus. Et en plus, il y a les FAQ, mais ça, il a la possibilité de le voir lui-même, mais rarement on le redirige. À partir du moment où on a le contact, on essaie en fait de faire en sorte que quand il vient pour un problème, il reparte avec une solution, et surtout qu'il devienne un ambassadeur pour ensuite générer du bouche à oreille derrière, quoi. C'est super dope. Enfin, je parlais de stand-up avant et je me rends compte à quel point à la fin de chaque spectacle que je vais voir, ils nous demandent justement de laisser des reviews, et on sait à quel point c'est hyper important le bouche à oreille. Le temps file, j'annonce à la régie qu'on va dépasser un tout petit peu. Si vous me l'autorisez? Ouais, vous me l'autorisez, messieurs. Ok, j'ai juste une question pour toi qui est très très simple, Antoine. Je voulais savoir, en fait, on va aller sur cette dernière partie qui est juste des conseils, et spécifiquement pour toi. Après, vous pouvez répondre, et si tu as d'autres conseils, n'hésite pas. Est-ce que tu as essayé de vendre? Est-ce que tu recommandes, ou à refaire, est-ce que tu voudrais, même si c'est pas ton cœur de métier, vendre? Parce que tu dois apprendre, t'imprégner de ta boîte et de ton produit. Oui. Alors, sur cette boîte-là, je n'ai pas vendu directement. En revanche, j'avais une boîte avant et qui faisait à peu près la même chose. Et donc, j'ai installé, par exemple, moi-même 400 Yves Rocher.
Ok. par téléphone. Mais c'était en 2009. Donc je connais bien mes clients quand même. Hein. J'ai fait tout ça, j'ai installé les clients. Et évidemment que c'est important de les connaître, mais tu n'es pas forcément obligé de les connaître si tu as quelqu'un qui est dédié à ça chez toi et qui connaît les clients mieux que toi. C'est bien de comprendre ce qui se passe, mais il le fera mieux que toi. Moi, mon associé qui a fait 12 ans chez Schwarzkopf, qui a fait du terrain pendant 12 ans, qui parle au coiffeur tous les jours depuis 12 ans, il sera forcément meilleur que moi, et moi, je serai meilleur pour lever des fonds que lui, pour gérer le produit, pour Mais il y a plein un de trucs. partage de connaissances, j'imagine, quand même. Ouais. Ouais. Mais moi, j'interviens jamais auprès des sales. C'est vraiment lui qui lead les sales. Moi, je parle à lui, il voit avec. Mais surtout, je ne le bypass pas, quoi. Je vais pas voir les gens en dessous de lui directement, jamais. N'ayant pas d'oreillette et voyant des signes de la régie, vous pouvez me dire juste, j'ai le droit à combien de temps encore? Ah, là, il reste 10 secondes, mais on peut expand ou pas du tout? Même pas 2 minutes. Moi, j'ai juste, tout simplement, ça va être très rapide. Bon, en vrai, c'est à vous de voir, mais je vous demande que ce soit rapide. C'est quoi le conseil le plus sous-coté que vous auriez aimé entendre, vous, à vos débuts, si on reste sur aller chercher ses clients, au moment où vous avez eu votre idée? Donc, on est encore sur le 0, on n'est pas sur le 1. Vraiment se dire, vous m'avez parlé de plein de choses, c'est connaître les besoins, répondre à un besoin primaire. D'ailleurs, petite chose, mais quand tu réponds à un besoin primaire, en général, tu vas pas avoir 10 000 problèmes dessus si tu le fais bien. Probablement moins que si tu en avais plus. Ouais, mais voilà, pour toi, Adrien, c'est beaucoup plus complexe. Il y a plein de use cases en plus différents, j'imagine, avec tes clients. Ouais, c'est quoi le conseil? Et avant que je me fasse taper par la régie. J'ai un mot. Allez. Tester. Tester? Ah ouais. Je pense que même quand le produit n'est pas abouti, même quand on est presque à l'idée, il faut tester. Donc être dans l'action, ok. À tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Romaric? Moi, je dirais, alors c'est un mot ou deux mots, mais c'est échanger, partager. C'est peut-être le plus rapidement possible essayer d'intégrer des structures comme le Hachette, par exemple, qui permettent d'être dans l'échange avec des gens qui sont aussi à zéro, mais à travers ces structures comme le Hachette, on a aussi la possibilité d'avoir accès à des personnes qui sont au stade 1 et qui peuvent être extrêmement enrichissants en termes d'échange et de partage d'informations qui permettent d'avoir des tips en fonction des problématiques qu'on a pour essayer de les résoudre le plus rapidement possible. Et ça, quand on commence de zéro et qu'on veut par exemple lancer un produit, ça peut être très intéressant d'échanger avec des gens qui sont déjà passés par cette étape, un peu d'ailleurs comme le podcast qu'on est en train de faire. L'échange est vraiment quelque chose qui... ça, c'est un conseil de donne parce que nous, au début, on n'était pas dans ce type de structure, on était tout seul dans un bureau avec que des experts comptables et des avocats. Il n'y avait pas de valeur à en tirer, entre guillemets, d'un point de vue business au démarrage. Je vais aller plus loin juste, mais on est très dans l'écosystème tech. Je me rends compte très vite que dès qu'on sort un petit peu, les gens comprennent rien à ce qu'on dit. On est vraiment dans l'entre-soi. Je pense qu'il est aussi important, notamment si vos clients ne font pas partie de la tech, d'aller aussi évangéliser ça. J'ai envie de te poser la question, Antoine, mais me dis pas que le conseil, c'est de t'associer avec un mec qui sait vendre, quoi. Franchement, si, c'est un bon conseil. Je me suis associé avec un mec qui sait vendre et un mec qui sait faire le produit. Donc en fait, moi, je fais rien. Non, mais moi, je sais lever des fonds, par exemple. Non, mais je pense que... On peut pas aller à l'encontre du marché, c'est-à-dire qu'il faut pas s'entêter. Tu peux avoir la vision de on veut créer une la leader de la réservation beauté en Europe, tu vois, c'est vraiment ça depuis le jour 1. On est arrivé sur le terrain, les mecs voulaient une caisse. Heureusement qu'on a fait la caisse, on a fait une caisse en 4 mois parce que sinon on serait plus là. Donc tu peux avoir une vision, mais ça se passera pas du tout comme prévu. Il faut pas avoir trop de croyances, il faut surtout pas essayer de se dire on va faire ça, puis ça, t'y arriveras pas en fait. Ça se passe jamais comme prévu. Il faut suivre le vent. Ton client il veut une caisse, tu lui fais une caisse. Même si t'as pas envie d'en faire, tu lui fais. En fait, il faut se confronter au marché le plus vite possible. Il faut faire ce que veut le marché. Il faut pas essayer de changer les demandes. Tu peux les emmener vers une vision, mais pas à pas. C'est abstrait, mais bon, je pense que c'est... Non, je suis assez fan. Enfin, dites-moi, mais moi, de ce que je comprends de tout ça, c'est quand même être vraiment à l'écoute du marché. Être humble quand même, parce que tu peux changer d'avis. Et il y a un truc que j'adore, et on en a parlé juste avant sur scène, mais c'était... En fait, être dans l'action, moi, c'est ce aussi pourquoi je fais c'est très égoïste, cet exercice, mon média, mais c'est rencontrer des gens hyper intéressants et ça enrichit, c'est la conscience éveillée. Donc, et puis ça donne de la force, merci à vous. Donc voilà, et évidemment, je parle à notre audience, mais si vous avez des questions, et je ne leur demande même pas leur avis, vous pouvez les contacter sur LinkedIn, n'hésitez vraiment pas, nous sommes dans le partage, n'est-ce pas ?
Nous sommes dans le partage. Bon. Donc voilà. C'est un peu sectaire quand on dit comme ça. Nous sommes dans le Tous partage. ensemble. Bon, on va terminer sur un truc Mais un oui, peu moins bien drôle, sûr. mais un grand merde à tout le monde. N'hésitez pas à parler de vos projets. Je voulais terminer là-dessus. On a beaucoup entendu dans les dernières, l'ancien monde de la tech et de la start-up, qu'il fallait garder son idée pour soi pour pas se la faire piquer. This is bullshit, je pense pouvoir le dire haut et fort. Donc voilà, c'est en parlant de votre idée que vous allez l'enrichir, trouver des clients, des partenaires et surtout des cofondateurs qui savent vendre. Magnifique. Bon, merci à beaucoup. tous et puis on se Merci. retrouve à 14h pour un autre talk. Merci. Merci.